France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, c'est un jour à la COP28 ce soir. Hearing no objection, it is so decided. Le marteau donc qui scelle cet accord, un accord dont on parle depuis ce matin et qui est un accord vraiment important. On verra jusqu'à quel point. Bonsoir Stéphane Crouzat. Bonsoir. Ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique. Nous sommes aussi avec Gaïa Febvre. Bonsoir. Bonsoir. Direction Action Climat, vous êtes responsable des politiques internationales. On va vous entendre l'un après l'autre, mais on voulait vraiment vous entendre l'un l'autre, puisque Stéphane Crouzat, nous nous sommes parlé juste avant votre départ pour Dubaï, et vous, Gaïa Febvre, à mi-parcours, alors que le fonds pertes et dommages était signé, mais que tout restait à faire. Stéphane Crouzat, j'ai envie de commencer avec vous, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait cette nuit et jusqu'au petit matin pour qu'un texte d'abord inacceptable soit finalement signé? Qu'est-ce qui a notamment fait bouger l'Arabie Saoudite qui bloquait l'accord? Emmenez-nous dans la salle. Le moment de bascule, c'est quoi et c'est comment? En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le texte a fait l'objet de plusieurs itérations, de présentations par la présidence de la COP. La manière dont ça fonctionne, ces négociations climat sont très compliquées puisqu'on doit arriver à un consensus avec 195 parties. Donc tout le monde a la possibilité de poser son veto sur une décision. Et donc la manière dont ça a fonctionné, cette décision du bilan mondial, tel qu'on l'appelle, c'est que la présidence fait une première itération du texte, ensuite consulte les parties les unes après les autres. Il y a aussi des plénières où les parties peuvent donc publiquement exprimer leur position sur ce texte. Et ensuite, après avoir recueilli toutes ces informations, avec l'aide de ministres d'ailleurs... Pardon, Monsieur Crouzat, en plus on vous entend très très mal, mais j'entends ce que vous nous dites, mais on sait bien que l'Arabie Saoudite s'est décidée au tout dernier moment. Je me demandais ce qui l'avait fait basculer, en fait. C'était ça le sens de la question. Oui, mais l'Arabie Saoudite, évidemment, était un des partenaires les plus difficiles, parce que l'Arabie Saoudite, au début, ne voulait pas de phase-out, comme on disait, de sortie des énergies fossiles, et il n'était prêt à accepter que la sortie des émissions, la réduction des émissions des énergies fossiles. Et là, on a un texte qui est beaucoup plus fort. Je pense que c'est vraiment à mettre au crédit de la présidence de la COP 28 d'avoir réussi à emporter le morceau. Et c'est aussi vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi à mettre au crédit de tous les pays les plus ambitieux qui ont exercé une pression énorme sur la présidence de la COP 28 pour précisément proposer un texte qui soit à la mesure de l'ambition que nous souhaitions. Et c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours avec un texte d'abord avant-hier qui était tout à fait insuffisant et qui finalement hier a été présenté, ce matin plutôt, a été présenté et qui nous convenait, nous, Union européenne, petite île, les pays d'Amérique latine les plus ambitieux, beaucoup de pays les plus vulnérables, des pays les moins avancés. Donc une grande coalition de pays ambitieux qui représentait en fait largement plus de la moitié des 195 parties. On est à peu près une trentaine de pays qui étaient déterminés à avoir quelque chose de très très fort. Bien plus que la moitié, effectivement. Moi j'ai lu 130 sur 195. On va essayer de vous rappeler, Stéphane Crouzat, si vous le voulez bien, parce que la ligne est vraiment terriblement mauvaise. On va vous retrouver avant la fin de cet entretien. Gaïa Febvre, de votre côté, avec le réseau Action Climat, est-ce qu'on souligne cet accord aujourd'hui justement parce qu'on a évité un échec calamiteux ou parce qu'il est vraiment important sur une échelle de 1 à 10? Vous, la réussite de cette COP, vous la mettez où? Alors, je ne sais pas si malheureusement j'arriverai à le placer sur une échelle de 1 à 10. Ah, à ce point-là je vous avoue. En fait, on reconnaît le signal politique qui a été envoyé avec le vocabulaire utilisé, qui n'est pas le phase-out, mais le transition away, que nous, on traduit par transition hors des énergies fossiles. Donc, on entend le fait qu'on soit dans cette transition, dans cette transformation, mais on se questionne sur comment ça va être mis en place concrètement
concrètement, surtout que à la suite de cette partie-là du texte, nous, il y a beaucoup de distractions qui nous inquiètent. Ok, on a réussi à acter le renouvelable, le triplement, l'efficacité énergétique, mais après, on retrouve quand même les mentions à la capture de carbone, on retrouve la mention nucléaire, on retrouve aussi un vocabulaire qui nous laisse à penser que le gaz est positionné en énergie de transition. Donc tout ce volet-là, en fait, fait qu'on a des inquiétudes qui sont encore très fortes. Alors effectivement, pardon, pour probablement contrebalancer, on a bien vu jusqu'à quel point les fameuses carburants de transition étaient mis en avant, et notamment le gaz, en partie pour amadouer un pays, y compris comme les États-Unis d'ailleurs, et qui pratiquent le fracking à très grande échelle. Dans le même temps, quand même, les énergies renouvelables sont censées être multipliées par 3. Donc il y a quand même une main droite et une main gauche là-dedans, non ? En fait, c'était ce qu'expliquait l'ambassadeur, c'est qu'il faut nécessairement trouver un équilibre diplomatique. Donc là, on l'a trouvé dans le langage du Transition Away, et après, on le trouve en dessous de l'article 28, où on a A, B, C, D jusqu'à H de possibilités, de leviers qu'on peut actionner pour s'assurer de rester sur la trajectoire du 1,5 degré. Après, moi, je reprends les mots d'Antonio Guterres, en fait, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est un phase-out, que n'en déplaise à certains États. En fait, la science, elle est claire. Si on veut rester sur une planète viable, si on veut de la justice pour les générations présentes et futures, on n'a pas d'autre choix. Donc, en soi, on a cranté quelque chose, mais il y a encore beaucoup de travail. À quel moment on demande des comptes d'ailleurs parce qu'après tout le monde promet de transitionner, etc. À quel moment on dit au pays, au fait, vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça va se passer, ça ? C'est vrai que nous, au réseau Action Climat, on a tout le volet plaidoyer qu'on va continuer à actionner dans les rencontres qu'on peut avoir avec la délégation interministérielle qu'on a la chance de voir régulièrement avant les préparatifs de COP. Après, il y a le levier juridique qui peut être actionné. Il y a tout, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la Cour internationale de justice va devoir rendre un avis consultatif dans les mois à venir, justement, sur les liens droits humains et environnement. Donc oui, on a la possibilité de demander des comptes, et c'est certain que la société civile va continuer à acter dans ce sens-là. Et après, un volet que j'aimerais, duquel il est important de discuter aussi, c'est que il faut actionner le levier de l'équité et de la justice pour s'assurer qu'on ait une réelle transition énergétique, mais aussi sociale, parce qu'il nous faut des transformations profondes. Et là, pour le coup, il y a eu des grosses déceptions. Et moi, je reprendrai les propos d'Aosis, justement, qui était très émouvant en plénière, qui disait carrément que, le bilan mondial, il est là, que d'un point de vue procédural, tout a été respecté, etc., mais qu'on n'est pas sur une correction de trajectoire. En fait, on a la boussole, mais on ne sait pas comment on va le faire, et le levier financier n'est pas là, quoi. Ça veut dire que la neutralité carbone en 2050, avec un texte comme celui-ci, elle vous semble inatteignable ou pas ? Je dirais qu'il va falloir vraiment regarder ce que vont faire les États concrètement avec ce texte. C'est surtout là, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on sauve pas le monde 2 semaines à la fin du mois à la COP, à la fin de l'année. Ce qu'il faut voir, c'est comment les États vont s'emparer de ce texte, mais aussi les acteurs privés. Parce qu'il y a un signal qui est envoyé, qui est politique, mais aussi économique. Avec ce Transition Away, va falloir voir si l'argent n'est plus, il va pas être utilisé pour continuer à utiliser des énergies fossiles, mais vraiment aller vers le renouvelable, le solaire ou bien le vent. On se souvient, Gaïa Fabre, que juste avant le démarrage, il y avait un certain nombre de pays, et notamment les pays du Sud, qui disaient « Attendez, moi je veux bien qu'on sorte, à l'époque on en était là, qu'on sorte des énergies fossiles, mais nous, il va falloir nous laisser nous développer. » Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce terme, aller vers une transition loin des énergies fossiles, on permet justement aux pays en développement de ne pas renoncer à leur propre développement, d'y aller à leur rythme, tout en faisant peut-être un virage renouvelable ? Je pense que ça, on l'entend dans le chapeau, en fait, de l'article. C'est l'article 28, si jamais ça vous intéresse, où justement on voit les circonstances nationales différenciées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a l'enjeu du développement et le fait que certains États sont contraints d'utiliser finalement les énergies fossiles pour répondre à leurs besoins économiques, mais aussi parfois pour payer les dettes qu'ils ont. Mais la vraie question qui va se poser, c'est aussi l'année prochaine, qui va être une COP de la finance. Et pour le coup, ça va vraiment être une COP de l'implémentation, parce que quand on parle de l'implémentation, que ce soit dans le bilan mondial ou dans les autres textes qui ont été négociés, en vrai, il va falloir des milliards. Et d'où va venir cet argent ?
et à quoi il va servir. C'est à ça que va servir la COP29, effectivement, la prochaine. Après, un mot quand même sur le rôle de Sultan Jaber. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il était crucial ? Est-ce que finalement, sans lui, c'est-à-dire lui aussi pays producteur de pétrole, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à convaincre un voisin comme l'Arabie Saoudite ? Est-ce que la vertu de le faire à Dubaï, on peut la trouver là ou pas ? Je pense que le fait qu'on était à Dubaï, ça a été une opportunité extraordinaire et je pense qu'il y a eu une pression énorme également sur la présidence parce que quand on a eu l'avant-dernière itération du texte où il y avait une grosse déception, je peux vous dire que la société civile a beaucoup réagi. On a beaucoup contacté aussi nos délégations gouvernementales, mais tout le réseau international. Je pense que la présidence a entendu le mécontentement et dans la soirée, il y a eu une plénière où c'était les chefs de délégation qui étaient présentes et ils ont fait entendre leur voix en disant c'est inacceptable, on ne partira pas avec ce texte, c'est pas possible. Et là, la présidence, elle a engagé un travail où toute la nuit, il y a eu des consultations, des bilatérales, où ils ont essayé de trouver du texte. Puis peut-être que l'ambassadeur l'expliquerait encore mieux, mais il y a eu aussi toute ces États les plus ambitieux finalement qui sont mis ensemble et qui se sont dit écoutez, on va faire des propositions de texte, etc. Donc il y a eu beaucoup de pression durant cette dernière nuit avant qu'on arrive au texte à 6h du matin aujourd'hui. Donc je pense que la présidence, elle a senti la pression et vous savez, toute présidence, elle a un orgueil aussi, elle veut que sa COP ce soit la meilleure et la barre, elle était haute, c'était on veut une sortie juste équitable de toutes les énergies fossiles. Et au fond, la réalité. Et au fond, Gaïa Fèvre, est-ce que c'est pas à ça que ça sert une COP au fond, c'est de pouvoir mettre la pression à ce moment-là sur ce genre d'état-là auquel vous n'avez qu'un très difficile accès de toute façon dans d'autres circonstances, non ? Je pense que vous avez tout à fait raison sur la nécessité de mettre pression et aussi le fait que certains États soient entendus et vus. C'est-à-dire que les pays insulaires, je veux dire, ils ont fait preuve d'un leadership incroyable tout au long de cette COP. Ils ont poussé tout ce qu'ils pouvaient. Puis ils ont été clairs quand l'avant-dernière itération du texte est arrivée. Ils ont dit c'est notre sentence de mort si on part avec ce texte-là. Il faut vraiment faire mieux. On peut pas rentrer à la maison comme ça. Donc et ça sert à mettre de la pression, à mettre des coups de projecteur. Et ensuite, le vrai travail, c'est toute l'année. Et la prochaine COP, etc. Et la prochaine COP, on y sera, mais on en parlera évidemment bien avant, j'imagine. Gaïa Fèvre, merci beaucoup du réseau Action Climat, Stéphane Crouza. On espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Peut-être que son téléphone, lui aussi, a passé une nuit blanche. On aura forcément l'occasion de se rappeler à son retour à Paris. Merci beaucoup. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, c'est le reportage qui nous emmène en Ukraine. Ne nous éloigne pas tant que ça de la COP, figurez-vous, puisque vous verrez combien cette guerre qui dure depuis presque 2 ans est aussi une catastrophe écologique. Pour aller jusqu'à 19h, la bande qui vous accompagne, c'est Kevin Dufresne sous les radars. En Irlande, où faute d'hébergement, le gouvernement va donner des tentes aux demandeurs d'asile. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon, bonsoir. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'Ukraine au cœur du Conseil européen demain et vendredi à Bruxelles. Vraiment pas le moment de lâcher Kiev. Allez, le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier, bonsoir Corinne. Bonsoir, alors ce soir on lance les paris. Combien d'Oscars à venir pour le film d'Alexander Payne, Winter Break? Énorme coup de cœur pour ce conte de Noël qui nous plonge dans les années 70. Allez, à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Londres, dans le quartier de Camden. C'est là qu'est né Baka. All Night, c'est le titre.
help me get through the night. Know you're down for the fight. Know you're down for the fight. Made me feel more alive. Made me feel small inside. Ecstasy, you should try. Maybe just for a night. Cause lately I've been having these feelings coming over me. Summer turns to winter. It ain't nothing like it's supposed to be. When you say my name, girl. When you say my name, girl. I know I'm not mistaken. I can tell it by the look in your eye. You've been doing something you ain't supposed to. You can try, but you will never disguise. There's a darkness in your heart, it controls you. Et nous allons en Ukraine ce soir une fois de plus, en ce jour de conclusion de la COP28. Vous allez voir à quel point la destruction de l'environnement en 2 ans de guerre ou presque est aussi une donnée de ce conflit. Forêts ravagées, villes inondées, centrales nucléaires au bord de l'accident. Une tragédie d'une ampleur rare qui affectera plusieurs générations. C'est ce que disent les Nations Unies. Nous allons au nord de Kiev, près d'Irpin, où pour stopper l'arrivée des colonnes russes, il y a bientôt 2 ans, l'armée ukrainienne a utilisé la nature comme une arme de guerre en dynamitant les barrages pour inonder les terres et protéger la capitale. Le reste, c'est Claude Guibal qui raconte avec Yachar Fazilov. Des 2 côtés de la route, il y a de l'eau, comme un lac. La carte sur l'écran GPS, elle, ne montre pourtant aucune étendue d'eau. Des poteaux électriques qui dépassent de la surface rappellent qu'ici, avant la guerre, il y avait des terres, des champs, des animaux. Demidiv est un petit village à quelques milliers de personnes. Autrefois, derrière la digue, au bout du chemin aujourd'hui gelé, il y avait des champs. Les maisons ici sont simples, comme celle de ce vieil homme qui nous fait signe de le suivre jusque dans sa cour. Il s'appelle Grisha et il s'en souvient. Là, il y avait de l'eau partout. Elle est arrivée peu à peu jusqu'à chez nous. Tout était inondé. L'eau est arrivée jusqu'ici. Et là-bas, il y avait de l'eau jusqu'au puits. Vous le voyez, le puits ? Dans la grange de Grisha, l'odeur prend à la gorge malgré le froid. Sous la glace, on devine de la moisissure sur les carottes, les pommes de terre. La rupture du barrage a permis de protéger Kiev, mais pas Demidiv. Les ONG qui se sont penchées sur son cas estiment qu'il faudra probablement plus de 10 ans pour que des pompes parviennent à assécher le sol. L'eau qui affleure couvre de glace le sol des maisons. Regardez, là, sous ma maison, il y a tellement d'eau. Juste sous ma maison, sous le plancher, c'est plein d'eau. Donc on peut dire que ma maison flotte. Le coût du préjudice environnemental de la guerre en Ukraine est phénoménal. Près de 56 milliards de dollars. Près de 30% des zones forestières ukrainiennes et environ 20% des parcs naturels nationaux ont été affectés. Devant une autre maison, il y a Nina, un foulard noué sous le menton, des dents en or, les mains rugueuses de celle qui travaille la terre. À cause des eaux stagnantes, Nina ne peut plus cultiver. L'eau stagne au bout de notre potager. On souffre parce qu'on est des villageois. On travaille la terre. Avec quoi il survit le village? Avec ce qu'on fait pousser. Des patates, des carottes, des choux, tout ça. On a fait une croix sur la moitié du potager. Il y a trop d'eau. On espérait cet hiver pouvoir stocker dans les caves ce qu'on avait récolté. Mais elles sont pleines d'eau, les caves. Les voilà les conséquences. Toutes les infrastructures sont à repenser. Tout a été contaminé. Sacha est le chef du village. À cause de l'inondation, le niveau des eaux souterraines est monté. Autour du village, maintenant, il n'y a que de l'eau. L'eau n'est plus potable. Les forages sont toujours à ras-bord aujourd'hui encore. Régulièrement, on fait des contrôles avec des produits chimiques qu'on filtre, mais de toute façon, l'eau continue de monter. Et cet été, c'était envahi de moustiques, de crapauds, de serpents. Pour les défenseurs de l'environnement ukrainien,
Il est urgent de rappeler l'ampleur de l'impact environnemental des guerres. Sofia Sadogurska travaille à Kiev pour l'ONG EcoAction. Il y a beaucoup de variétés de pollution, pollution de l'eau, du sol, des ressources marines. Toutes les hostilités militaires, toutes les explosions ont un impact sur l'environnement à cause des substances explosives, des métaux lourds et autres matériaux qui terminent dans le sol et dans l'eau. Et il y a des endroits où on ne pourra plus avoir d'activité agricole. La catastrophe écologique est partout. La poursuite de la guerre à haute intensité interdit l'accès à de nombreuses zones et personne ne mesure encore l'immensité de ses conséquences, des conséquences qui dureront des décennies, bien après la fin des dernières hostilités. Claude Guibal avec Yachar Fazilov pour le reportage. Merci à vous deux. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord en Sierra Leone, Kevin, où l'ancien président est suspect. Oui, selon le chef de la police nationale, Ernest Bai Koroma pourrait faire partie de ceux qui ont fomenté ce que le gouvernement a appelé une tentative de coup d'État. On en avait parlé ici, c'était le 26 novembre. L'attaque d'une armurerie, de plusieurs casernes et de 2 prisons. 18 soldats tués, 200 prisonniers libérés et 80 personnes arrêtées, principalement des militaires, d'après les autorités. Dans le cadre de l'enquête, celui qui a été président de 2007 à 2018 a été interrogé à 4 reprises par la police. Au regard de la déclaration qu'il a faite volontairement, il fait partie des suspects, a donc dit hier Faya Selou, le chef de la police. Ernest Koroma est placé en résidence surveillée. Le pays vit toujours sous couvre-feu, même s'il est un peu moins strict depuis lundi. Le pouvoir du président Bio a peur de connaître le même sort que certains de ses voisins d'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Niger ou encore Guinée, théâtre de coups d'État militaire ces 3 dernières années. Et nous sommes en Irlande où il y a une pénurie d'hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement l'admet ici par la voix du vice-premier ministre Michael Martin. La situation est très difficile, dit-il. Et dans un communiqué, le gouvernement reconnaît qu'il n'est pas en mesure de fournir un hébergement à tous les demandeurs de la protection internationale. L'Irlande accueille 26 000 demandeurs d'asile et sur les 100 000 réfugiés ukrainiens qui vivent dans le pays, plus des 2/3 sont logés directement par l'État. Les autorités ont donc décidé de loger en priorité les femmes et les enfants, et ceux qui n'auront pas d'hébergement pourront recevoir des tentes et des sacs de couchage avec un accès garanti à des centres d'accueil la journée, notamment pour les sanitaires. Une perspective inquiétante, dit le gouvernement irlandais, alors que l'hiver a commencé, le tout dans un contexte inflammable avec les récentes émeutes de militants d'extrême droite qui font des demandeurs d'asile les responsables de la crise du logement, du coût de la vie et de l'insécurité dans le pays. Et enfin, nous sommes en Australie avec cette histoire de SMS très nombreux. Vous les connaissez, on en parle souvent de ces textos qui sont de grosses arnaques pour tenter d'obtenir par exemple vos infos bancaires. On appelle ça le phishing, le hameçonnage en français, phénomène qu'on a bien du mal à endiguer partout dans le monde. Et bien ce matin, la police australienne a annoncé l'arrestation dans la banlieue de Sydney d'un homme et son inculpation pour avoir envoyé pas moins de 17 millions de textos frauduleux, soit à peu de choses près, 1 par adulte dans le pays. La police a diffusé les images de ces installations, ce qu'on appelle des boîtes SIM qui peuvent contenir jusqu'à 250 cartes de téléphone actives en même temps et qui peuvent envoyer des messages en continu jusqu'à 150 000 par jour. Eh bien, il avait tout ça chez lui. Libéré sous caution, il sera jugé l'an prochain. Depuis le début de l'année, les escrocs qui usent de cette méthode auraient réussi à voler plus de 50 millions d'euros en Australie. Voilà, hashtag passion SMS. Merci beaucoup Kevin Dufresne. Tous les soirs, dans Un jour dans le monde, vous partez avec la grande Luz Casal. Un año de amor, c'est la BO évidemment du film Talon aiguille de Pedro Almodóvar. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche
solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Magnifique. Luz Casal, Un agno de amor sur France Inter. Le Monde à 18h50. C'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, l'Ukraine sera au cœur du Conseil européen de demain et vendredi à Bruxelles. Et ce soir, vous nous dites pourquoi l'avenir de la guerre en Ukraine dépend peut-être de ces 48 heures à venir. Oui, d'autres sujets sont au menu, mais l'Ukraine va en effet largement occuper les discussions. Les 27 doivent prendre deux décisions. L'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE d'abord et le déblocage d'une nouvelle aide européenne de 50 milliards d'euros sous forme de dons et de prêts. Le président ukrainien Zelensky s'active, vous le savez, depuis des semaines pour convaincre l'Europe de lui tendre la main et de signer une rallonge financière. Il a même fait le voyage jusqu'à Buenos Aires ce week-end pour y rencontrer le dirigeant hongrois Viktor Orban, un acteur central, on va y revenir, en marge de l'investiture du nouveau président argentin Javier Milei. Il a aussi fait un détour par Washington pour s'assurer du soutien américain, de plus en plus aléatoire compte tenu des réticences des républicains à 11 mois seulement d'une possible élection de Donald Trump. Et aujourd'hui, Zelensky était à Oslo où il a plaidé sa cause auprès de 5 pays nordiques dont 3 membres de l'Union européenne. Aucun doute, l'Ukraine a besoin d'aide. On l'a beaucoup dit, sa contre-offensive a échoué. La Russie résiste et elle dispose de ressources très supérieures en termes de moyens militaires et humains. Sans soutien, Kiev perdra la guerre. Sauf qu'il reste beaucoup d'obstacles à surmonter à Bruxelles, Franck. Oui, et le premier obstacle, un nom, on l'a dit, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, seul dirigeant de l'UE à avoir serré la main de Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Il ne veut pas accueillir Kiev au sein de l'Union européenne. Ce serait une terrible erreur, dit-il encore aujourd'hui. Orban présente l'Ukraine comme un des pays les plus corrompus au monde. Et il refuse également de lui accorder de nouvelles aides militaires. Ce soir, Bruxelles vient de débloquer 10 milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie, mais gelés tant que le pays n'a pas conduit une série de réformes démocratiques. On y reviendra avec Angélique Boin dans le journal de 19h. La Commission libère ainsi un tiers des sommes retenues. On verra si ce geste suffit pour acheter Viktor Orban qui semble faire du chantage. Rendez-moi mon argent si vous voulez mon soutien pour l'Ukraine. Et c'est pas tout. Non, l'Union européenne doit éviter d'autres écueils. D'abord, la Hongrie n'est pas seule. La Slovaquie a récemment basculé dans le camp populiste, même si son Premier ministre, Robert Fico, semble moins turbulent qu'Orban. Et à l'approche des élections européennes, d'autres pays sont
tenter de donner des gages à l'extrême droite. Les opinions se lassent de l'Ukraine, les tragédies au Proche-Orient éclipsent la guerre dans le Donbass. Comme l'a dit hier Joe Biden, la Russie a fait le pari de cet essoufflement pour gagner la guerre. Vladimir Poutine aura l'occasion de plastronner demain lors de sa conférence de presse annuelle. Il se voit déjà vainqueur triomphal de la présidentielle en mars. Le soutien de l'Union européenne à Kiev ne sera pas suffisant. On sait par exemple qu'elle ne tiendra pas sa promesse de livrer 1 million de munitions à l'Ukraine avant le printemps. Pas suffisant donc, mais absolument nécessaire. Si l'UE flanche en cette fin de semaine à Bruxelles, elle offre l'Ukraine à Poutine à 3 mois de sa réélection. Franck Maddevon, merci beaucoup. On y reviendra sur ce Conseil européen crucial dans Un jour dans le monde et ce sera dès demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. Every year at Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a 2-week winter break. Il fait partie, avec Barbie et Oppenheimer, des films en lice pour les prochains Golden Globe. Winter Break, le nouveau film Corinne d'Alexander Payne qui nous fait voyager sur la côte est américaine à la veille des vacances de Noël. Jusque-là, cette saison, tout va bien. Énorme coup de cœur pour vous. En tout cas, c'est un film sur lequel vous seriez bien d'accord, où vous voudriez bien vous laisser enfermer. Voilà, peut-être que c'est le fantasme de la côte est américaine sous la neige qui donne toujours à l'écran des images sublimes, ou alors l'ambiance très 70s qui se dégage du film. Je vous interdis, Fabienne, de passer à côté de ce Winter Break. Pour le talent, pour commencer, d'Alexander Payne, qui a déjà remporté par le passé 2 Oscars pour les scénarios de The Descendant et pour Sideways, avec Paul Giamatti, que l'on retrouve à l'affiche aujourd'hui de ce nouveau film. Une plongée dans l'univers d'un collège pour garçons de la Nouvelle-Angleterre pendant les fêtes de Noël. Pas grand monde dans les couloirs, tous les élèves, tous les profs sont partis pour les vacances, à l'exception de 3 laissés pour compte qui vont traîner leur carcasse, leur mal-être dans les couloirs vides de l'établissement et tenter ensemble de faire famille. La cuisinière endeuillée, Davin Joy Ranfold, qui a perdu son fils au Vietnam, le professeur de civilisation ancienne, Paul Giamatti, en vieux garçon érudit et grincheux. Chaque année, c'est lui le préposé à la permanence de Noël en l'absence de ses collègues. Et puis il y a Angus, Dominique Sessa, un premier rôle à l'écran dans la peau de l'élève surdoué, sûr de lui mais ingérable. Sur le carreau, lui aussi, sa mère a préféré partir en voyage romantique avec son petit ami. Voilà, 3 solitudes, vous l'aurez compris, qui vont parfois vous déchirer le cœur à l'évocation de leurs regrets, aussi des travers de la société, les inégalités, les racismes, et puis qui vont vous donner aussi envie de partager leur complicité. Scénario en or une nouvelle fois pour Alexander Payne. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? Let me sleep. J'adore injecter dans mes films des éléments quasi documentaires, me plonger dans les émotions des personnages. Tous dans le film ont beaucoup souffert et tous se sentent très seuls. Et le fait que l'action se déroule pendant les fêtes de Noël rajoute de la tension dramatique. C'est une période à laquelle on est censé ressentir de la joie, de l'amour et de la cohésion avec sa famille. Mais dans les faits, n'oubliez pas que c'est la période de l'année à laquelle on enregistre le plus de suicides, entre Noël et Nouvel An. En écrivant le film, puis au moment de le tourner, j'ai vraiment été touché par ces personnages, tous les 3, et la manière dont ils finissent par se réunir. Et alors Corinne, vous parlez de l'ambiance aussi, années 70, c'est un film qui joue à fond la carte de la nostalgie. Oui, le film a été en fait conçu comme un hommage au cinéma des années 70, le seul qui vaille aux yeux d'Alexander Payne, qui a tout fait ici pour nous transporter dans l'ambiance des films du Nouvel Hollywood, la musique, les décors, les vêtements des personnages, les sujets évoqués, jusqu'au grain de l'image, tout y est, vous allez être bluffé. Ce film m'a finalement donné l'occasion de réaliser un rêve, faire semblant d'être un réalisateur des années 70. J'ai dit à mes équipes, ne le voyez pas comme un film d'époque, voyez-le comme un film contemporain, comme si on était dans les années 70, la meilleure période. Enfant, je dévorais tous les films qui me tombaient sous la main. C'était la dernière époque dorée de l'Amérique, celle qu'on a appelée aussi le Nouvel Hollywood. J'aimais ce que les films nous racontaient de la société, la guerre du Vietnam, les grands changements politiques. Il y avait un souffle, une résonance qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Les changements politiques, culturels, tout ce tumulte. Ces films-là ont vraiment imprégné ma rétine. Ils ont été pour moi un modèle. Et 10 ans plus tard, lorsque j'ai intégré une école de cinéma, à 29 ans, rien n'avait changé pour moi. La culture, elle, avait changé, pas mon désir de cinéma.
Là, ça s'appelle Winter Break. Corinne, signé Alexander Payne. C'est au cinéma ce mercredi puisque vous m'avez obligé à y aller. Il n'y aura pas de téléphone sonne, voilà. Je vous le dis. Corinne Félicia, mercredi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, donc, le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre. Bonsoir à tous. Et ce soir, les addictologues sont en colère? Oui, ils sont 48 à avoir écrit au ministre de la Santé pour demander au gouvernement de soutenir le Dry January, ce défi de janvier qui consiste après les fêtes à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Ils sont durs, ils écrivent qu'ils ont perdu confiance envers le gouvernement. L'annulation de 2 campagnes de prévention est restée entre la gorge de ces addictologues. Aurélien Rousseau, lui, n'est pas convaincu. La santé publique, c'est pas dire aux gens il y a une manière de vivre qui est bien, une manière de vivre qui est pas bien. Il n'y a pas tout d'un coup le gouvernement avec des grandes affiches, vous devez vivre comme ça. On essaye de convaincre là aussi. C'est un chemin qui est long, mais on essaye de convaincre et je suis sûr qu'on peut y arriver. Le ministre de la Santé avec Victor Dolande, ce matin, il précise qu'à titre personnel, il va s'engager dans ce Dry January. On a Thomas par mail qui nous dit ce petit mot, le Dry January a été ma porte de sortie de l'alcool après 20 ans de consommation régulière et assez intense. Isabelle sur WhatsApp, je fais le mois sans alcool depuis 2 ans, je vais le refaire en 2024. J'espère ainsi mesurer à chaque fois de ne pas être trop accro, un petit challenge personnel qui me fait du bien. Et ouais, c'est à ça que ça sert. Allez-y, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec vous, avec nous, c'est le même, ou avec vous-même si vous voulez. Le même numéro, c'est sur WhatsApp. À tout à l'heure.